Bienvenue, bonjour tout le monde. Welcome and thank you for joining our conversation. Bienvenue et merci d'être avec nous pour cette conversation avec Léo Rothschild sur des stratégies pour un impact durable. Je m'appelle Kate McKenzie, je serai animatrice avec vous cet après-midi. Je suis ravie d'être ici. Moi, je viens de Calgary, au Canada, dans la nation autochtone Blackfoot, Pieds Noirs. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Aujourd'hui, je suis consultante principale dans un cabinet pour lequel je travaille avec les petites et moyennes entreprises. Je suis co-directrice du film Secret Marathon que je suis ravie de partager aujourd'hui, ou demain plutôt, puisque ce sera la toute première diffusion demain. J'espère que vous serez avec nous sur les premières femmes à courir un marathon en Afghanistan. J'ai réalisé également j'organise des marathons dans 27 pays et je suis avec nous. Léo Rothschild, aujourd'hui, Léo Rothschild est là pour sa 5e édition. Il est un auteur à succès. En effet, il travaille sur la durabilité, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'énergie, les événements durables et la transformation des entreprises. Il nous rejoint du Canada aujourd'hui. Anciennement, il a travaillé chez Canadian Business for Social Responsibility et il est aujourd'hui consultant en durabilité. Il aide les organisations à réduire leur empreinte carbone tout en générant un changement significatif. Les stratégies novatrices de Léo et ses récits captivants en font un pionnier de l'intégration de la durabilité et de l'objectif de nation. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être de retour au World Forum for Responsible Economy. Je suis ravie de voir d'ailleurs des visages familiers. Aujourd'hui, nous allons utiliser Slido pour les questions, donc n'hésitez pas. Vous verrez à l'écran un code QR et vous pourrez ainsi participer à notre conversation ou aller directement sur slido.com avec le code 1243995. Donc sur le site slido.com, vous pouvez poser vos questions. Alors peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer en revue toutes les questions. Et si vous voulez bien, voter pour la question la plus populaire et ensuite on répondra à celle avant de passer aux questions. J'aimerais que Léo se présente. Le thème de la conférence, comme vous le savez, c'est Contretemps ou Offbeat. Si vous pouviez dîner avec une figure historique, conventionnelle ou non, qui ce serait? Je vais vous donner une réponse non conventionnelle, je dirais. Alors, moi j'adore Prince, l'artiste, qui est décédé récemment et je crois que ce serait fascinant de m'asseoir à la table de Prince et de parler de créativité et de débloquer des choses non conventionnelles qui pourraient rentrer dans le monde et des idées qui résonneraient chez certaines personnes, des gens qui n'auraient pas entendu parler de Prince, où il avait une vidéo, un clip de lui où il arrivait sur une moto violette et il chantait Purple Green. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine. Et je crois que la conversation serait passionnante. Ritual that keeps you grounded. Et quelles idées vous suscitent votre création et vous garde terre à terre, vous permet de rester terre à terre? Je dirais le snowboard, jamais allé à la montagne, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait depuis que j'ai des enfants. Mais je crois que ce qui me permet de rester terre à terre, c'est d'être sur le sol et de jouer avec mes enfants, notamment de faire des constructions et les voir les détruire. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez hâte quand vous arrivez en France? C'est votre 3e fois en France. Qu'est-ce que vous aimez le plus? À vrai dire, j'adore la cuisine française, mais j'adore également
Les croissants, en fait. Moi, à chaque fois, j'ai juste envie de manger des croissants, de me gaver de croissants. Et au Canada, je ne crois pas qu'ils ont des croissants, mais... Ou en tout cas, c'est surtout au dessert, alors que j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des croissants partout, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et en plus, ils sont tellement bons. C'est vrai. Je suis contente que vous ayez mis les croissants. Alors, j'ai besoin de vous sur Slido. N'hésitez pas à nous donner des recommandations culinaires pour que Léor puisse étendre un petit peu son panorama de délices culinaires en France. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous en faire part sur Slido. Rappelez-vous également que si vous avez des questions sur Slido, n'hésitez pas à nous en faire part. Léor, vous êtes professionnel de la durabilité. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre sur l'événementiel? Alors, c'est un livre qui s'appelle qui parle du fait de réunir les gens, parce que je pense que ça a du sens de connecter les gens, d'encourager le réseautage, mais également l'apprentissage par les pairs. Mais ça, c'est le minimum qu'on puisse demander à un événement. Je crois que c'est une vraie opportunité. Les événements peuvent devenir une plateforme pour faire taire le bruit environnant et réunir des centaines de milliers de personnes à la fois, de les faire interagir, réfléchir sur des questions de durabilité, en montrant aux gens ce à quoi ça ressemble quand on gère l'empreinte de l'événement, donc c'est la durabilité en action, et ça peut inspirer également les gens à faire de même. J'ai également l'impression que les événements, c'est une vraie opportunité de mettre un pas en avant dans l'avenir et de se dire qu'est-ce qui est différent ici et qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et après avoir créé ce souvenir sensoriel, on veut que les gens se disent « Mais pourquoi est-ce que tous les jours de ma vie ne ressembleraient-ils pas à cet événement que j'ai vécu ?» Et donc, je crois que c'est une plateforme pour créer des changements dans nos sociétés. J'adore. Et ça me parle. Parce qu'il y a une chose qui m'a inspirée pour devenir réalisatrice, c'était que je voulais montrer aux gens un exemple potentiel, possible, de ce à quoi pourraient ressembler nos communautés et de peindre un tableau de ce qui pourrait être l'avenir. Il est difficile de se projeter dans un espace jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Donc, j'adore que vous appelez Kestia à l'événementiel et de se dire qu'un événement peut nous donner une idée de ce à quoi ressemblerait la vie à l'avenir, pourrait ressembler la vie, c'est formidable. Et moi, je sais que j'ai travaillé avec pas mal d'associations qui réunissent des stratégies un peu à contretemps. Ça peut être difficile parfois. Et surtout, dans un environnement où les gens sont réfractaires au changement, c'est compliqué. Et vous avez travaillé dans la durabilité. Quelles ont été les approches que vous avez trouvées qui vous semblent les plus pertinentes pour convaincre les gens qui trouvent que c'est un petit peu à contretemps et que... notamment les entreprises. Au cours de ma carrière, j'ai eu cette occasion de travailler dans différents secteurs. J'ai créé des événements B Corp, j'ai des entreprises événementielles, mais j'ai travaillé également dans le gaz et le pétrole. Il y a des gens qui se disent « Ah bon, sérieux? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui adore les questions environnementales a travaillé dans le secteur pétrolier. » Mais je dois avouer que j'ai rencontré parmi les meilleurs et les plus intéressants des consultants en environnement et en écologie dans le secteur pétrolier. Mais je trouve que c'est surtout un endroit, c'est dans ce type de secteur qu'il est si important de faire des changements et d'avoir cette transition énergétique. Et j'ai rencontré des gens incroyables qui ne pensaient pas que le changement climatique était une réalité, qui n'y croyaient pas. Et pour moi, ce sont les conversations qui ont le plus de sens à l'heure actuelle. Il faut les avoir, elles sont nécessaires. Et au-delà d'avoir cette approche en se disant « Oh bah, si tu n'es pas d'accord avec la vision du monde que j'ai, alors on ne peut pas avoir de conversation, on ne peut pas parler. » Moi, je pense que c'est l'inverse.
Il faut passer outre, surtout dans un monde où on a des mouvements politiques comme on le voit aux États-Unis. Je crois qu'il est important plus que jamais de voir comment on peut trouver un terrain d'entente et parler aux gens sur des sujets qui sont importants pour nous, pour qu'ensemble on puisse avancer. Et je vous donnerai peut-être un exemple dont j'ai parlé dans mon livre. J'ai eu cette expérience et vous savez, je regarde ce verre d'eau et ça me rappelle ce que j'ai écrit sur comment, dans l'événementiel, donc j'ai travaillé avec le festival de musique à Calgary, et je me suis dit que je savais, je connaissais la résistance que j'allais rencontrer si je passais à des gourdes d'eau et qu'on ne vendait plus d'eau en plastique. Et je disais, bon, bah, je sais que les gens vont pas être contents, mais du coup, je vais leur donner une compensation financière parce que les fournisseurs ne pourraient plus vendre de bouteilles d'eau, etc. Donc, j'avais créé ce plan dans ma tête. Mais la résistance n'est pas venue de là où je m'attendais, parce qu'en fait, c'est surtout les gens qui géraient les équipes et les scènes, etc. Et je m'y attendais pas. Ils m'ont dit, mais non, des gourdes, pas du tout. Les gens, il va y avoir de l'eau partout, ils vont tout renverser, nos câbles, ils vont en prendre un coup, c'est un festival de musique. Hein. Et je me suis dit, wow, je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai écouté leur réaction et c'était très émotionnel comme réunion. Et je leur ai dit, mais avant, les gens, ils faisaient quoi avant qu'on utilise des bouteilles d'eau? Les gens me disaient, bah, je sais pas, je m'en souviens pas, moi. Donc j'essaie de creuser. J'ai demandé pourquoi, d'où ça venait. Et après cette conversation, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Ils adoraient leur boulot parce qu'ils pouvaient rencontrer des artistes qu'ils aimaient et ils ne voulaient pas leur dire, en fait, non, tu ne peux pas avoir de bouteille d'eau à ces artistes. On s'est dit, OK, bon, bah, on va pouvoir gérer ça. Peut-être qu'on peut s'assurer que tu ne sois jamais dans cette position. On peut essayer de trouver un moyen que les gens aient ce dont ils ont besoin à tout moment et que vous puissiez apporter le soin aux artistes que vous voulez. Il y avait un artiste qui était tellement content de sa gourde, qui est allé sur la scène et qui a dit « J'adore ce festival, je suis trop contente qu'ils aient pensé à ces gourdes et moi je vais rentrer avec cette gourde Calgary festival et je vais aller en tournée avec cette gourde. » Et on s'est dit, bon, bah voilà, ça c'est un plan d'action qui a fonctionné. Mais c'est surtout parce qu'on a réussi à co-concevoir ce plan B, on a écouté les inquiétudes des gens. C'est ainsi qu'ensemble, on a pu aller de l'avant. Plutôt que de dire simplement, bon, oh, les gens sont contre, non, on peut pas avancer ensemble. J'adore ça, parce que vraiment, tu essaies d'écouter les gens, quelle est leur vision du monde et pourquoi il peut y avoir cette résistance au changement. Je crois que c'est vraiment très important de réfléchir à la vision du monde. Et moi-même, j'y pense avec notre film qu'on a fait sur les premières femmes à courir un marathon en Afghanistan. Vous pouvez bien l'imaginer, je ne suis pas afghane. Donc, c'était important de co-concevoir avec les communautés ce film. Et donc, si on voulait parler de la manière dont on peut faire avancer la question genre, la question équité en Afghanistan, il fallait que ce soit pas uniquement un film sur les femmes afghanes, mais avec les femmes afghanes également. Et c'est important, surtout si on veut engendrer le changement dont on a besoin. Il ne faut pas faire uniquement à propos des gens, il faut faire avec les gens. Et c'est important également dans votre expérience culinaire de l'île. D'ailleurs, je commence à avoir des recommandations. Le Welsh, est-ce que vous pouvez lever la main si vous recommanderiez ce restaurant à Léor? OK, on a des recommandations qui commencent à arriver. On en a d'autres, hein, mais je vais les garder pour plus tard. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous envoient des questions et des recommandations. On reviendra sur les questions un peu plus tard.
Et un peu plus tôt, j'ai parlé du fait qu'on a organisé un événement, le Secret 3K, une marche qu'on organise tous les ans sur les femmes afghanes. Et c'est un événement qui suscite une conversation à l'international. Et pour moi, c'est surtout une discussion sur le genre, l'égalité. Mais vous avez beaucoup parlé du fait que l'événementiel peut être un catalyseur de changement sociétal dans votre livre. Et selon vous, quelle est la clé pour organiser un événement qui peut avoir un impact à long terme? Et comment est-ce qu'on peut pérenniser cet impact après la fin de cet événement? I like that. Thank you for that question. Merci pour cette question. Here's one really sort of tough reality that Voilà une réalité assez compliquée dont je me suis rendu compte. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais une entreprise d'événementiel durable et j'étais en train de passer surtout vers mon activité de consultance. Donc, j'avais des clients et pour les gens qui m'appelaient et qui voulaient vraiment que je travaille sur leur événement, je le faisais. Mais je voulais aussi leur donner un guide sur la manière d'organiser des événements et tout en gérant l'empreinte environnementale. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens se fichent bien, ou en tout cas, ça ne leur parle pas. Les chiffres, ça ne leur parle pas. L'idée qu'on a réduit de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre, où on a évité tant de tonnes de déchets dans les déchetteries. Les chiffres, ils ne s'en souviennent pas, les gens. Mais c'est les histoires qui leur parlent. Et ils se rappellent des histoires qu'on leur raconte sur la manière dont ces initiatives environnementales améliorent la vie des gens. Et donc, quand je pense à cette idée, et la question que vous m'avez posée sur le fait d'avoir un héritage à long terme et pérenne, c'est ce qui est incroyable sur un événement, bien sûr. On peut créer une dynamique formidable, faire réfléchir sur l'impact environnemental, mais avoir un changement à long terme, c'est quoi? C'est les emplois qu'on a créés, l'opportunité d'impliquer les communautés locales dans ce qui se passe au cours de l'événement, mais faire en sorte qu'ils en bénéficient à long terme. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est mon anecdote préférée que je vais partager. C'est que je travaille avec le Stampede à Calgary. C'est un énorme événement organisé donc dans ma ville, à Calgary. Et il y a 1 million de personnes qui viennent tous les jours. Mais ça va au-delà de cet événement. Il y a partout des pancakes, des gratuits, des concerts de country. Il y a un rodéo. Je crois que le prix pour le gagnant, c'est 1 million d'euros ou 1 million de dollars. C'est un festival culinaire et en même temps, il y a un parc d'attractions. Et donc, tout le monde se déguise en cow-boy ou cowgirl. Et j'étais en charge de leur programme environnemental pendant plusieurs années et avec la pandémie, le festival ne s'est pas déroulé alors que c'était la première fois en plus de 120 ans. Et typiquement, c'est ce type d'événements qui disparaissent dans ce contexte. Et quand il est revenu à l'ordre du jour, cette organisation, il y a une organisation qui s'appelle Center for Newcomers, donc le Centre pour les nouveaux venus, qui a commencé à travailler sur ce programme. Et donc, il y avait des réfugiés d'Afghanistan, de Syrie, d'Ukraine, qui se sont impliqués. Donc, ça a créé des postes, des emplois environnementaux qui ont été offerts à ces gens, qui venaient de pays différents et qui en avaient vraiment besoin de cet emploi. On les a aidés à prendre leur quartier dans la communauté pour qu'ils puissent ensuite renvoyer de l'argent aux membres de leur famille qu'ils avaient laissés à la maison, dans leur pays d'origine, dans une situation compliquée. Et au final, les équipes de Stampede ont fini par recruter ces personnes à long terme sur un CDI. Et donc, c'est incroyable. Et en plus, bien sûr, ce sont des gens qui seront fidèles au festival pour toujours. Ce qui m'a particulièrement frappé aujourd'hui, Léor, c'est quand vous avez commencé à travailler avec
le festival Stampede de Calgary et que vous avez fait votre programme environnemental, j'imagine que ne vous vous attendiez pas à ce que l'impact principal, ce soit que des nouveaux venus au Canada puissent trouver un emploi grâce à cela. Moi, ça m'inspire énormément. Je découvre certains intervenants internationaux, Leonardo, Pedro, et à chaque fois, ils m'ont fait me dire, mais parfois, il faut simplement passer outre le fait qu'on a l'impression qu'on sait exactement sur quoi ça va aboutir. Parce qu'au final, on travaille ensemble dans un but, mais au final, on ne sait pas quels seront les résultats. Le film Secret Marathon secret, quand on a commencé le film, on n'avait aucune idée qu'on allait ensuite, ça allait donner lieu à cet événement avec la marche, 3 kilomètres secret dans 27 pays. Et je suis ravie de partager avec vous le fait que, et ce n'est pas une information publique, que vous êtes dans le secret des dieux ici, cet événement qui a commencé au Canada avec des gens comme moi, qui essaient de créer un espace inclusif et sûr pour que tout le monde puisse participer à une marche ou à une course. Cet événement sera organisé par de jeunes femmes afghanes qui vivent au Canada, qui sont venues de Kaboul lorsque les talibans ont pris le pouvoir de leur pays. Et donc, je n'aurais jamais pu imaginer ce type de résultat. Pourtant, ce sera probablement l'un des plus gros impacts à long terme de ce qui a commencé à la base comme un film. Alors, on a des questions du public et j'ai une question ici. Quelqu'un nous demande, Léor, avec votre travail sur le climat et la durabilité, selon vous, quels sont les plus gros obstacles auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles veulent changer de pratique et devenir plus durables? Excellente question. Beaucoup d'obstacles, mais l'un des plus importants, selon mon expérience, c'est le fait que je crois qu'il y a des villes dans le monde qui, pour une raison ou pour une autre, ont une culture selon laquelle les citoyens prennent à bras-le-corps certaines problématiques et il y a une réaction des communautés, de la rue. Et il y a d'autres villes où il faut vraiment travailler d'arrache-pied et vraiment avec des groupes de la société civile et même le gouvernement essaye d'inspirer davantage d'actions. Et il y a des gens qui disent « Ok, tu sais quoi, on ne veut pas que nos impôts aillent dans ce type d'initiative. On n'a pas l'impression que c'est au gouvernement de faire ça. » Et on a cette résistance qu'on observe. Et selon moi, ce qui est important, et d'ailleurs on en a un petit peu parlé, mais on ne l'a pas forcément nommé, mais il faut comprendre qui sont ces acteurs, en particulier les plus influents, pour s'assurer qu'ils se sentent entendus et que leur voix, qu'ils aient voix au chapitre. Et pour revenir à ce que j'évoquais un peu plus tôt, s'il y a des gens qui se sont identifiés en disant « Moi, je ne pense pas que le changement climatique, c'est vraiment vrai », au lieu de dire « Je ne pense pas qu'on puisse collaborer », il faut dire, on peut dire « Ok, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, que ce soit la qualité de l'air ou autre. Peut-être que c'est lié à la santé. Il faut trouver un point de départ avec ces gens-là et je crois que c'est très, très important. Et oui, trouver les valeurs que l'on partage. Et Pedro peut en attester d'ailleurs. Il ne faut pas créer ces mécanismes spécifiquement pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Il faut avoir ces mécanismes, il faut les créer pour s'assurer qu'on ait assez de voix diverses qui puissent nous aider à créer quelque chose. C'est des gens qui disent, même si on n'est pas d'accord sur tout, qu'on dise « Ok, c'est probablement la chose la plus intelligente à faire ». Au moins, il faut entendre les différentes voix. Et ça ne va pas créer forcément le consensus, mais au moins, on a une marche à suivre et on va aller ensemble dans la même direction. On a invité les bonnes personnes à la table, qu'ils aient accepté notre invitation ou non, au moins, on a créé cette occasion pour que les gens puissent participer à quelque chose qui va façonner l'avenir des villes. Et je crois que ça, c'est très important. Je suis d'accord avec ça. Il y a également cette question importante. On doit se demander qui n'est pas à la table.
parce qu'on fait interagir différents acteurs, mais je crois qu'il faut également regarder autour de nous au Canada. On a cette conversation beaucoup sur les peuples autochtones. Comment est-ce qu'on invite les peuples autochtones à la table pour qu'ils fassent partie de cette conversation? Mais je vois également, quand j'ai travaillé sur l'équité, le genre, la question est de savoir, est-ce qu'on a des gens qui représentent les gens qui s'identifient sur les différents échelons du spectre du genre. Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer qu'on reflète tout le monde dans la société ou tout le monde dans nos villes. Et donc, je crois que c'est une question qu'on doit se poser également. Et je voudrais donner d'autres exemples pour revenir à ce que vous disiez au niveau des villes et vous parliez d'événements à grande échelle. Vous avez un exemple de la COP 26 à Glasgow dans votre livre, et je pourrais d'ailleurs peut-être vous donner des exemples sur le terrain. Mais on peut parler de cette idée de raconter des histoires, des anecdotes, les histoires qu'on raconte et qu'on partage, qui peuvent donner un cadre à nos idées. Mais vous avez dit que vous avez travaillé sur la supply chain. Comment est-ce que, selon vous, la supply chain durable et les anecdotes, le récit qu'on raconte, comment est-ce qu'elle peut interagir? I want to answer that. Je veux répondre à ça et je suis conscient de cette question qui est au-dessus. Quelles sont les façons les plus efficaces pour combler l'écart entre les entreprises, le gouvernement, etc. J'ai quelque chose qui a à voir avec votre question. Vous m'avez parlé de la COP 26. J'ai écrit à propos de la COP 26 sur mon livre. Je faisais partie de la commission de cette qui a eu lieu en Angleterre, celle à Glasgow, celle sur laquelle j'ai écrit ont des exemples sur la supply chain en centralisant le transport pour amener des denrées, des produits et des services à cette manifestation. Donc, au lieu d'avoir tous ces fournisseurs avec leurs camions, on avait juste un prestataire de transport qui collectait tout ça dans un grand camion et ramenait tout ça avec un seul voyage pour limiter le transport routier. Je pense que la supply chain est plus travail sur la durabilité. C'est la supply chain qui va créer des changements, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements ou dans les organisations. Quand vous allez voir ces groupes de fournisseurs, vous voyez que souvent, et en tout cas les SME, PME, font partie de la supply chain pour beaucoup d'industries différentes et d'organisations différentes. Et trop souvent, les signaux qu'on envoie au marché, et si vous n'êtes pas au prix le plus bas, vous n'aurez pas le deal, vous n'aurez pas ce qu'on vous propose. Donc, j'ai vu ça tant de fois. Les entreprises visent zéro carbone. Ils ont des chiffres stables, mais ils ne vont pas avoir les gens qui prennent des décisions quant à partir de qui ils utilisent pour leurs achats. Donc, c'est quelque chose d'important d'avoir vos buts bien alignés. Est-ce que vous savez, et c'est une étude que j'ai menée au Canada, donc c'est peut-être un peu différent en Europe, je vous prie de m'en excuser, mais devinez, au Canada, si vous regardiez tous les appels à devis, combien d'entre elles mentionnent la protection de l'environnement ou la durabilité? Juste crier le chiffre. 5%, est-ce qu'il y a d'autres suggestions? 10%? J'ai entendu 3, j'ai entendu 10. 10%, c'est pas loin, c'est à peu près 12%, mais ça veut dire que la grande majorité
les appels d'offres pour que les gens fassent une proposition pour le contrat envoient le message que la durabilité n'est pas quelque chose d'important. Et si vous regardez notre système de notation quant à comment il classe la société qui est la plus à même de recevoir le contrat, c'est juste la société avec la plus grande relation avec la société, s'ils ont déjà un historique avec cette société, ou la personne ou le devis qui est le moins disant. Donc la supply chain fait vraiment une grande partie de comment est-ce qu'on concrétise ça, comment est-ce qu'on montre au marché qu'on est dans l'activité d'achat et comment ces sociétés-là peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Et quand on fait ça, on les aide à créer une économie d'échelle et ils peuvent à leur tour offrir à d'autres clients accès à d'autres industries. Et donc, on change de segment totalement et on change la société. Les industries de la construction, par exemple, vont pouvoir changer. Il y a d'autres aspects aussi pour contribuer au changement de comment le gouvernement est organisé. Vous parlez de ça à une échelle plus grande, par exemple avec la COP26, cette idée qu'on peut centraliser le transport routier avec les camions. Vous avez couvert des événements de grande ampleur, des manifestations de grande ampleur, mais au niveau du terrain, si vous avez une organisation plus petite, comment est-ce que je commence à ce niveau-là? Je n'opère pas à la même échelle, donc c'est une question de savoir comment est-ce que les PME, SME peuvent réaliser un impact qui dure. Donc, avec Secret 3K, on a organisé une manifestation le même jour et on voulait que les gens nous donnent des idées pour l'accueil dans 10 villes différentes parce que organiser l'accueil des équipes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait ni organisé à l'époque. Donc, on a créé des valeurs et on s'est centré sur ces valeurs pour que les gens puissent prendre des décisions, sachant qu'ils étaient alignés avec leurs valeurs. Et donc, ça a contribué à la durabilité. Vous avez à la fin de chaque événement un sweep. On allait voir derrière les coureurs que rien n'était laissé derrière les coureurs et on s'est assuré qu'il n'y avait pas de déchets dans les déchets comme les bouteilles plastiques, par exemple, qui étaient laissées sur la place qui a été occupée par les athlètes. Dans le coaching que je fais pour les SME, PME, j'encourage à réfléchir à quelles sont les valeurs autour desquelles vous voulez centrer votre entreprise. Tout le monde peut prendre ses décisions en sachant qu'ils sont en ligne avec les valeurs de la société ou les valeurs de votre organisation. Je vais avancer un peu, Leo, et vous demander comment les événements peuvent être des catalyseurs pour des responsabilités plus larges. Est-ce que vous pouvez partager des idées, des exemples où vos événements ou la création de vos événements ont pu avoir un impact sur des politiques à plus long terme ou peut-être vous pouvez voir ce que vous avez vu ici à Lille. Ici, on est à un événement, on est à Lille pour le WFCE. J'aime bien la diversité des gens qui viennent à ce forum et le fait que c'est en ligne avec ce que Lille veut faire à son niveau local. J'ai entendu beaucoup de conversations sur qu'est-ce que Lille peut avoir à apporter au monde. Et cette idée
d'avoir une population post-industrielle. J'aime bien l'idée du fait que le forum puisse être un catalyste de comment l'île peut être le centre d'activité de l'avenir. Donc, c'est véritablement ce que vous me demandiez. Si je peux vous donner un autre exemple. Il y a une communauté au Canada et c'est la première nation qui s'appelle la membre 2. Ils ont centralisé leur événement comme faisant partie de leur politique. Ça leur permet de s'éloigner des fonds donnés par le gouvernement et ça leur permet de générer des revenus pour leurs habitations, des revenus pour l'éducation. Ils sont devenus le premier comité de nations d'adopter l'ISO 14001. Donc, ils avaient un public captif. Venez à notre événement, pas seulement au Canada, mais pour cette communauté de Premières Nations, dans un style que vous avez l'habitude de voir en Europe. Quant au service de caterer, par exemple, de cuisine, etc. On veut véritablement attirer ce public captif et ils ont fait le premier tournoi de hockey junior et ils ont pu réinvestir du coup dans des opportunités, dans des possibilités de création de travail en mixant les autochtones et les non-autochtones. Ils ont augmenté leur taux d'alphabétisation de 40% au-delà de 90%. Donc, c'était un succès vraiment très, très marquant, une histoire très intéressante. J'adore cet exemple parce que ça montre... Terry Paul disait, je veux créer une communauté différente pour cette communauté. Les événements peuvent nous donner cette image de ce que l'avenir peut être dans notre communauté. Donc, j'adore cette idée qu'il a donné cette image pour la communauté. Et si on passe à un standard différent, on a vu la même chose avec l'événement Secret 3K. Au fur et à mesure de cet événement, je me suis demandé comment ça allait avoir un impact sur les politiques. Et quand on a commencé, je travaillais avec un employeur qui parlait de la journée de la femme. Vous pouviez vous aller sur le site et la première image qu'il y avait sur ce site était tous les hommes et tous les hommes ensemble ont dit merci à toutes les femmes d'avoir fait partie de l'organisation de cet événement. Donc il n'y avait pas une femme qui faisait partie de l'organisation qui était sur la photo. Donc je pense que si on veut que le changement arrive, il faut qu'on avance. On ne peut pas simplement dire en pointant du doigt le travail que vous faites n'est pas satisfaisant. Donc on a pris la parole et on s'est dit peut-être que l'organisation voudrait faire partie du Secret 3K l'année prochaine pour investir pour améliorer les espaces où les gens puissent se promener en toute sécurité. Donc, c'est cette conversation qu'on a eue. Maintenant, je peux vous dire que cette organisation le fait encore. Ils organisent ces événements. Ça fait partie maintenant de la politique. C'est dans les agendas une fois par an. C'est la première étape. C'est pas la dernière étape que cette société doit faire et d'événements qu'elle doit créer.
créé pour l'égalité des genres, mais il faut qu'on soit complètement investi dans ces événements pour que ça bouge au niveau des gouvernements et des politiques. Ça ouvre plus d'opportunités pour les femmes au pouvoir. Ça va donc contribuer aussi au changement au niveau des politiques. Ça va amener une autre réalité, bien sûr. Je suis ravie que vous ayez amené ce point. Un autre point pour vous aujourd'hui, et je voudrais savoir ce que les gens vont prendre avec eux de ce qu'on a dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Qu'est-ce que vous allez emmener avec vous? Ajoutez ça dans Slido et on peut prendre d'autres questions si vous le voulez. Je vois qu'il y a une autre question qui vous dit: est-ce que vous pouvez partager un exemple d'un document que vous avez créé qui a eu un changement tangible dans l'espace durable? Dans votre livre, Léo, vous parlez d'une histoire que vous avez eue avec le Calgary Stampede en les demandant de plancher dessus. Peut-être que vous avez une autre histoire, mais je vous en prie, ajoutez vos propres histoires et quel changement vous avez contribué à faire. Je vous passe la parole et je rebondirai là-dessus. C'est un peu inattendu. L'action qu'on a vue tangible grâce au film et aux 3K, c'est une opportunité d'augmenter les capacités de leadership dans le Canada, mais dans le monde entier aussi. Donc, ce qu'on a pu faire avec des gens qui ont organisé ces événements, on a eu des conversations, pas seulement sur l'égalité des genres, mais aussi on a créé une équipe pleine de leadership pour créer ces événements, donc des femmes et des jeunes filles qui deviennent après elles-mêmes à leur tour des leaders dans leur pays, pays. Et la plus jeune actrice avait 14 ans et elle a pu être un agent d'attraction parce qu'elle était soutenue son père et son père lui a dit je vais venir t'aider pour devenir un directeur de course. Et donc ça, je pense que c'est très important. Cet autre directeur de course avait 70 ans, donc le changement va être multigénérationnel. Ça ne va pas se passer si ce ne sont que des femmes qui ont des conversations avec eux ou des gens de mon âge ou des gens qui nous ressemblent. On va continuer à travailler avec la communauté afghane au Canada et dans le monde entier pour s'engager avec eux. On a eu un groupe qui est venu nous rejoindre en Indonésie. Elles nous ont dit on sait ce qui se passe pour les femmes afghanes et on veut participer aussi à ce marathon. On a 2 personnes qui sont venues. On a 200 personnes en Indonésie qui ont organisé ce secret 3K. Donc, regardez, si on revient à vous, Léo, vous avez créé des positions, vous avez créé des emplois. Il y a une jeune Afghane qui m'a dit « Je suis désolée, mais je ne vais plus pouvoir être volontaire. Est-ce que vous pouvez bénévole, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec votre famille? En fait, non, Kate. Grâce aux compétences que j'ai acquises ici, je travaille en tant que coordinateur de médias sociaux pour la création d'événements. Et ça, c'est un impact qui dure. On génère des capacités, des compétences dans les gens et grâce à ça, ils prennent leur virage. Maintenant, c'est à vous. Je pense que c'est une bonne note finale peut-être, mais j'ai voulu partager des histoires que j'ai entendues en travaillant dans différentes organisations et différentes industries, des histoires pour le zéro carbone, sur arrêter les déchets des industries et créer quelque chose autour
d'un but de valeur dans les organisations, dans certaines activités. Et j'ai parlé aussi des histoires qui ont lieu à cette création d'événements, parce que c'est quelque chose qui est très intense dans le temps. C'est quelque chose qui donne la possibilité de parler de plusieurs impacts en organisant ces événements auxquels vous pouvez vous raccrocher tous. Tous les moments importants de votre vie donnent lieu à un événement de petite ou de grande taille. Je suis là pour vous parler tant que vous voulez. J'ai quelques livres aussi que vous pouvez emmener chez vous et je voudrais partager avec vous d'autres histoires. Donc, si quelqu'un a d'autres questions, on va y répondre très volontiers. Donc, si vous avez envie d'entendre plus d'histoire, venez voir le livre de Lear et vous allez en lire davantage d'histoires. Vous verrez le film à 15h30 demain et vous verrez ce qui se passe en action. Merci beaucoup pour votre jour aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous. Merci Lear.